Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 30 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, parce que BTC a eu une accélération la semaine dernière, est resté relativement flat toute cette semaine, et le marché asiatique, d'hier soir et de ce matin, ne s'est pas manifesté, ce qui est plutôt rare, suffisamment rare pour en parler, et parler justement des différents niveaux clés, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par une session nouvelle avec LastPass, donc qui est un software qui permet de stocker ses mots de passe, qui a laissé filer une base de données, en l'occurrence un backup, qui est crypté, oui, mais qui est en train de se faire brute force par tout simplement les hackers. Donc si jamais vous avez utilisé LastPass en termes de protection de mots de passe, dans lequel vous avez vos seed phrases, je vous invite impérativement à créer une nouvelle seed phrase sur un autre wallet et directement de transférer vos fonds parce que ils sont en train de brute force absolument tout. D'où l'intérêt aussi d'avoir un mot de passe qui est complexe pour justement ce gestionnaire de mots de passe, enfin les gestionnaires de mots de passe, parce que personnellement j'en ai plusieurs, j'en ai deux, et dans lequel en effet systématiquement j'ai des mots de passe qui sont complexes, qui sont pas identiques, qui sont complexes et qui sont des mots de passe que je n'ai utilisés nulle part et que je n'utiliserai nulle part. Ce sont vraiment les mots de passe uniques pour ces deux gestions de mots de passe. Donc faites bien attention. Personnellement, je peux vous conseiller Bitwarden si jamais ça vous intéresse. Il est 100% gratuit et ça ne détient pas d'un groupe, etc. Donc c'est quelque chose qui est plutôt solide. Il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. Il y a aussi NordPass qui est pas mal. Je vous invite à regarder si jamais vous n'avez pas ça. C'est vraiment important pour protéger vos mots de passe d'en avoir au moins un. On continue avec une augmentation des volumes effectués sur les différents ETF, principalement GBTC et BITO. BITO, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est l'ETF futur qui avait été validé fin 2021 et dans lequel beaucoup de personnes attendaient une explosion et une arrivée des fonds institutionnels, ce qui n'a pas été le cas, étant donné qu'on s'est mangé un gros bear market à ce moment-là. Néanmoins, GBTC voit un volume de trade qui est conséquent, dans lequel le discount est en train de diminuer et est en train de retrouver des niveaux globalement du dernier ATH. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire que aussi on est en train de pricer le fait que on va avoir un GBTC, donc un Grayscale, qui va se devenir en ETF, et c'est pour ça qu'on a le discount qui est en train de diminuer, on arrive dans les moins 10%. Donc chose qui est plutôt classique, et dessus il va falloir patienter pour voir si oui ou non Grayscale aura son ETF rapidement, ou si il va falloir, encore une fois, attendre. Néanmoins, le point important à retenir, même si on va parler de BITO un petit peu plus tard dans l'analyse technique, c'est qu'on a un afflux de liquidité sur les ETF, donc ça montre bien que ce sont des portails importants dans le transfert de liquidité des différents institutionnels vers justement un marché risqué comme le marché des cryptos. Étant donné qu'on a repris de la volatilité, c'est toujours intéressant de s'exposer, et c'est exactement ce que l'on voit là. On en parlera un petit peu plus tard pour vous montrer que le spot, enfin en tout cas tout ce qui est lié au volume et au spot, parce que là on a une augmentation des spots qui sont en train d'arriver, qui n'ont pas été vus depuis mars 2023, donc qui est l'accélération haussière que l'on a. On va voir que malheureusement, oui, on a une augmentation du spot, mais c'est en train de retomber. On va en rediscuter un petit peu plus tard dans la partie technique. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que Binance est toujours en train de perdre des parts de marché, c'est quand même très impressionnant. On était à plus de 65% en octobre 2022, en décembre 2022 avec la chute de FTX, forcément 75%, 72%, et on voit que ça y est, on est en train de se restabiliser, et on est en train de repasser doucement vers la barre, en dessous des barres des 50%, avec quand même quelque chose qui est cannibalisé on regarde les différents acteurs, on voit bien qu'on a les tranches des différents acteurs qui sont en train d'augmenter, avec ici quand même les 15 autres qui sont en train d'augmenter aussi. On voit d'autres exchanges qui sont en train d'arriver, notamment ZoomX, je vous ai fait la présentation il y a peu, dans lequel c'est en train de cannibaliser du volume petit à petit, et avec aussi le départ de Bybit d'Europe, le fait d'avoir Binance qui aussi a beaucoup de mal en Europe, ça joue énormément, et donc forcément on va avoir une forme de cannibalisation du volume, et on risque de retrouver un Binance dans les alentours des 40%, ce qui est plutôt cohérent et beaucoup plus appréciable au niveau du marché, parce que ça diminue les risques
structurelle de Binance. Bon, je vous avoue que même un Binance à 25%, 30% qui fait faillite, ça fera quand même très très mal aux cryptos. Alors, on va revenir sur ce point-là, sur la notion de spot. Donc oui, il y a une augmentation du spot au niveau des volumes qui ont été effectués. On voit bien ici cette augmentation où on a quasiment doublé le volume moyen sur 7 jours du spot, donc réel au niveau des exchanges qui a eu lieu, sauf que on voit que ça s'est stabilisé, voire même descendu, on ira le voir un petit peu plus tard. Au niveau de la macro, il y a plusieurs points importants. On va avoir forcément le PMI de la Chine mardi, ça va être important, et mercredi 1er novembre, dans lequel on a le PMI manufacturier, on a le rapport Jolt, on a le FOMC. Là, c'est vraiment grosse journée le 1er novembre sur la macro, dans lequel on risque d'avoir pas mal de nouvelles. Et ensuite, vendredi 3 novembre, on clôturera cette semaine par ici, les PMI services, le taux de chômage d'octobre, donc on a quand même des grosses annonces cette semaine. Côté earning, on a quand même pas mal de choses qui vont arriver cette semaine avec McDonald's, Apple, donc il va falloir surveiller impérativement, ça va être vraiment la dernière grosse semaine, et on en a besoin quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau du SP500. On a eu une semaine qui a été vraiment très forte en termes de baisse, dans lequel on se rapproche fortement de notre objectif, ici à 1,618, 4100, qu'il va falloir tenir. Si on ne le tient pas, ça sous-entend qu'on va aller chercher très bas, 3800, voire même beaucoup plus bas, et aller casser ce lot-là, dans lequel on rentrerait dans une phase de hard landing. Ici, dans cette vague de 1,618, 2,618, on peut considérer qu'on est dans une forme de soft landing, ce qui est plutôt classique. Le souci, c'est qu'on a un SP500 qui est en train de décrocher fortement. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de samedi, je vous invite à le faire. Pour aller très vite, il faut comprendre que là, on est sur des zones clés, et ces zones clés vont être vraiment importantes parce que quand on regarde le Nasdaq versus SP500, on voit un Nasdaq qui tient quand même beaucoup mieux, dans lequel on est relativement loin des zones de support qui sont ici à 13 500 et la plus basse qui va être à 12 500. Et quand on regarde cet écart-là, on se dit, mais si jamais on a un Nasdaq qui est en train de décrocher, bon bah le S&P 500, on va se le retrouver à 3800, et ça peut aller vraiment très vite. C'est pour ça qu'on est en train là de pricer potentiellement dans les mois qui arrivent des mauvaises nouvelles, des nouvelles de récession qui risquent d'arriver en 2024, si vous suivez un petit peu moi mon hypothèse par rapport à l'économie américaine. Donc on serait dans cette démarche-là pour potentiellement arriver sur un S&P 500 à 3800, voire j'aimerais bien qu'on arrive à tenir les 4100 pendant encore un certain temps, sauf que quand je vois la décélération et la pression que l'on a eu au niveau du S&P 500, alors qu'on a un Nasdaq qui a quasiment pas retracé, qui commence en fait son retracement, dans lequel on a bien ici un retournement de pattern pour aller retester plus bas, donc 13 500, voire 12 500, donc dans lequel on va avoir une baisse qui va être assez forte, hein, quand on se projette un petit peu. Sur les 12 500, on va se retrouver dans les 11% de chute, pour un retracement à 618, ce qui est en même temps logique pour pouvoir faire une continuité haussière par la suite. Après cette contraction au niveau de l'equity, c'est normal quand on a l'habitude de regarder les bonds. On voit bien qu'on est sur des taux qui sont très élevés actuellement sur les 10 ans, donc forcément ça draine les liquidités au niveau des bons au trésor américain, dans lequel une fois qu'il y aura un relâchement au niveau des bons, on aura un transfert de liquidité dans les actions. La seule question, ça va être vraiment quand. Surtout qu'on se retrouve dans un pétrole qui potentiellement est dans une phase de ranging au-dessus de 80 et en dessous ici des 95. Tant qu'on reste dans cette borne-là, c'est plutôt positif pour l'économie américaine. Si jamais on recasse les 93, clairement on va se retrouver dans un cycle ultra inflationniste avec une augmentation des coûts de production, ça va être vraiment très compliqué. La probabilité de casser en dessous de 81 est relativement faible, malgré le fait qu'on ait quand même ici un très beau retest bearish qui est en train d'avoir lieu, qui doit être validé cette semaine. J'aimerais bien qu'on le valide avec une rupture des 82. Je pense qu'on aura un ensemble de nouvelles si jamais on casse en dessous des 80 qui arriveront, comme par exemple une diminution encore une fois du nombre de barils, parce que dans tous les cas il faut maintenir le cours au-dessus de 80 $ pour les pays producteurs, ce qui est plutôt logique. Donc pour moi ça va être vraiment un élément crucial, non pas sur cette semaine, mais en tout cas sur cette fin d'année, qui va déterminer si oui ou non on aura une pression très forte politique et économique sur les USA sur Q1, Q2, 2024. Au niveau du BTC, on voit qu'on a clôturé ici au-dessus de 34 000, dans lequel on a ici une bougie mensuelle qui va bientôt se clôturer. On se concentrera dessus dans les différentes quotidiennes, un petit peu plus tard cette semaine, mais ce qui est important de voir, c'est que on se retrouve ici sur une zone de pivot importante, dans lequel on a
eu ici une grosse accélération, rupture ici du zone de ranging dans lequel on est resté depuis 210 jours, donc là on a vraiment une grosse accélération, ce qui est plutôt classique, qui est porté aussi par un ensemble de nouvelles, ou en tout cas de rumeurs qui sont en train de se positionner sur la validation des ETF, dans lequel à un moment donné il va falloir voir est-ce qu'on a une continuité des rumeurs et une continuité des nouvelles qui apparaissent, est-ce qu'on a une validation, oui ou non, et comment va se comporter le cours si jamais on n'a rien pendant plusieurs semaines. Donc est-ce qu'on aura un soufflet qui va retomber pour retester ici 32 000, choses qu'on attend déjà depuis l'accélération, je vous ai dit que si on a une accélération comme ça, il y a de grandes chances d'aller retester cette zone-là, ou est-ce qu'on va avoir une continuité du FOMO qui va s'accélérer, à savoir que par rapport aux nouvelles qu'on a eues en début de cette vidéo, on nous dit qu'on a une augmentation des volumes, notamment sur les ETF déjà existants, sur Grayscale, sur BITO. Et là-dessus, ça va être intéressant de regarder un petit peu BITO, dans lequel, oui, on a une accélération, mais on n'a pas du tout la même typologie de pattern. Hein. Pour rappel, on a un BTC, je vous remets là, qui a fait une rupture, qui a fait un high. Bon, bah BITO, c'est pas du tout le cas, on a fait juste un retest, ici de cette zone-là, dans lequel on aurait potentiellement un début de distribution, on a juste pris un début de liquidité, et donc il faudrait faire une rupture ici au niveau de BITO au-dessus des 18,41 pour se dire qu'on repart sur quelque chose de bullish, en tout cas sur cet ETF futur. Donc oui, on a une augmentation des volumes, mais on est quand même loin d'avoir une pattern, notamment sur BITO et sur GBTC, qui est excessivement bullish. On est plutôt dans une démarche de respiration, et c'est pour ça aussi, je pense qu'on n'a pas eu de mouvement du marché asiatique, parce que on attend la respiration, on attend en fait l'augmentation ou la diminution de la liquidité. Quand on regarde ici la volatilité, on voit bien la volatilité de la semaine dernière, qui a été très forte grâce à un seul et unique mouvement, et on voit qu'on s'est tassé parce que on a comprimé exactement le cours. On va revenir sur cette partie-là, mais on a en fait un cours qui est en cours de respiration, où on attend soit des nouvelles, soit une absence de nouvelles pendant un certain temps, dans lequel on aura forcément, à un moment donné, des personnes qui vont abandonner, et un étiolement du mouvement haussier, avec une continuité de la diminution de la volatilité, pour arriver sur une nouvelle augmentation de la volatilité, qui risque d'être majoritairement baissier pour retester les 32 000, dans lequel les personnes qui ont acheté dans ces zones-là vont lâcher. Plus on va casser baissier ici, plus on aura une tendance à se dire que on aura des capitulations qui arriveront. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que le mouvement lui-même crée énormément de liquidité, dans lequel on a ici le positionnement d'une liquidité qui est relativement forte sur la partie basse, globalement en dessous des 33 240. On a eu une création de liquidité ici durant vendredi tard dans la nuit, dans lequel on est allé la chercher avec une seule et unique bougie. On voit bien qu'on a liquidé absolument tout pour faire ensuite un mouvement haussier et renforcer des liquidités supérieures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là on est vraiment dans une forme de compression qui a pour but notamment de créer des liquidités. On le voit bien ici sur Lightmap, où on a beaucoup de liquidités qui sont en train de se former en bas et en haut, donc on est bien dans ce canal de compression en termes de liquidité pour pouvoir démarrer un mouvement. Mais est-ce que c'est suffisant? Quand on regarde un peu Kingfisher, on voit que pas forcément, c'est-à-dire qu'on a assez peu de liquidités qui sont positionnées court terme, d'accord? Parce qu'on sait qu'on attend de la volatilité. Les liquidités sont plutôt long terme, en dessous de 32 000 ou au-dessus de 38 000. Là-dessus, on a bien cette target qui est dans les 42 000 dont je vous ai parlé, principalement dans la vidéo de samedi, pour une continuité haussière, qui est pour moi le dernier stop avant d'avoir une respiration, avant le halving. Mais quand on regarde court terme, on voit que les personnes n'ont pas envie de se positionner, parce que justement, on sait qu'on va avoir de la volatilité, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, on sait qu'on aura un mouvement impulsif, et le marché est en train d'hésiter, et ça se voit très bien au niveau de l'order flow, dans lequel on a ici une continuité des positions, donc on n'a pas la mise en place de hedging au niveau des top traders sur Binance. Ici, au niveau du perp, on voit qu'on a eu une petite accélération au niveau de l'open terrestre réel qui s'est effectué, mais somme toute, c'est relativement faible, ça a été réabsorbé dans ce niveau-là. Donc pour moi, on a un petit peu de long qui s'est mis en place, et quand on regarde cette notion de spot dont on nous parle, oui, on a bien une augmentation du spot sur cette accélération, mais on voit bien que ici, le CVD est vraiment en train de s'effondrer, donc le spot est en train de disparaître dans cette zone-là. Donc il y a bien eu un achat impulsif qui a eu lieu sur un ensemble de nouvelles, et que malheureusement, là, actuellement, il n'y a plus rien, parce que on est dans le gap CME, on est ici dans une zone de rechargement de sel, et que la prochaine étape, ce serait 42 000 pour un retracement à 0,5 du mouvement baissier que l'on a eu, donc ça sous-entendrait un retour dans la zone premium, en tout cas moyen terme, dans lequel forcément on aurait une pression qui serait relativement forte, et dans tous les cas, ici, je vous rappelle qu'on est porté par une nouvelle, donc il faut
alimenter cette nouvelle. Si on a une continuité des nouvelles et des rumeurs qui arrivent sur la validation, voire même, pourquoi pas, la validation des ETF, oui, on peut avoir une accélération très forte. Par contre, si on passe une semaine, voire 10 jours sans rien de ce côté-là, je peux vous dire que on aura une cassure baissière qui aura lieu et un retest des 31 000 avant d'avoir potentiellement cette nouvelle. Et encore une fois, malheureusement, on n'a pas de date par rapport à ça. Ça peut être très bien fin 2023. Personnellement, je vise plus Q1 2024. Donc il va falloir être patient, mais en même temps, on a l'habitude, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble sur cette chaîne, donc forcément on a l'habitude d'être patient. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient le travail que je fais, et nous, on se retrouve à 13h30 avec une vidéo sur Océane.